Alexis-Antoine Paul Gustave Guiche est un romancier et dramaturge français, né le 18 juin 1860 à Albas dans le Lot, mort le 3 août 1935, en son domicile dans le 9e arrondissement de Paris. Les enquêtes de la Dépêche parues le 21 août 1932. Mon train. Mon village attend le train. Ce ne fut ni à coups de fourche ni à coups de fusil que la province accueillit le train. Mais par une arme 100 fois plus redoutable. La politique. Brouillant les intérêts locaux, les exaspérant, les ameutant les uns contre les autres, se jetant au travers des tracés, détournant, à chaque instant, la voie naissante, chacun tirait à soi cette couverture de terre. On s'arrachait les embarcadères, chaque village, chaque grand propriétaire, chaque personnage influx exigeant que la station nouvelle s'installât à sa porte. La marche des travaux s'en trouvait à ce point ralentie que le nouveau train parti d'Orléans en 1843, d'un splendide coup de jarret, n'arrivait à Agen que le 3 août 1863. Et mon village natal, ce vieux Albas en Quercy, qui l'attendait depuis qu'on avait signalé son départ de Vierzon, 16 ans que mon village attendait le train. Et dans quel état il l'attendait? À l'angle arrondi d'un tournant de la vallée, mon village est, à la fois, plongé dans un bas-fond et perché sur un roc. D'où son nom qui fut au bas avant de devenir Albas, sans doute pour faciliter la prononciation. Quand la route le traversa de part en part, elle rejeta ses maisons d'un côté, au creux de combes étroites comme des corridors et poussa le reste jusqu'à l'extrême bord d'une falaise verticale qui, d'une hauteur de 60 mètres, en précipite les images dans le Lot sur les ombres des poissons endormis au soleil. Se déroulant de l'autre côté de la rivière, une route parallèle qui conduisait à Mont-Sampron-Libos, vers le chemin de fer, accaparait à son profit toute circulation. À ce point 1870, Albas, pourtant largement ouvert, se trouvait muré aussi hermétiquement qu'une citadelle assiégée. Nul débouché commercial, donc nul commerce. Pour la même raison, nulle industrie. Une seule culture, la vigne. Mais, pour la récolte, un seul moyen de transport, de grosses gabarres qui, lorsque la crue des eaux ralentissait la navigation ou l'interrompait, mettait jusqu'à 6 mois pour arriver à Bordeaux. Antique et étrange village. Résigné à son sort, indifférent à tout léthargique autant que pauvre, sale et décrépit. Les moins malheureux s'y nourrissaient mal. Les indigents jeûnaient, les misérables crevaient interminablement de faim. Besogneux ou avares, les notables s'y montraient coiffés de chapeaux roussis, vêtus de paletots crasseux et râpés. Noirs, ventrus et lézardés, les maisons ne tenaient debout que par le miracle d'une mitoyenneté fraternelle. Les rues étaient puantes, fangeuses, piétinées par des porcs grognants et fouillant à coups de groin les détritus. Des eaux nauséabondes y soufflaient la typhoïde et la tuberculose. Dehors, hommes et femmes marchaient, pieds nus, dans la poussière et la boue. Les enfants haillonneux ramassaient à poignées le crottin qui jonchait la route. Des mendiants descendaient les pentes des causses, gonflés par leurs besaces. De loin, on les voyait cheminer comme des poux sur des têtes grises. De près, ils dégringolaient comme des blocs de rochers dans un glissement de terrain, et le soir, sur le pas des portes, des vieux qui eux pourtant n'étaient pas des pauvres, mangeaient la soupe en puisant à pleins doigts, au fond des rouges assiettes fumantes, les choux verts et les tranches de pain. Or, tout à coup, sur la torpeur de ces villageois condamnés depuis des siècles à la fainéantise et rompus à la malpropreté, s'abattait cette nouvelle. Le chemin de fer arrive. Il est à Libos. À 60 km de Albas. La foudre qui tombe et qui éclate. Tout le village en a sauté. Tous ces endormis sont debout. Une fièvre inconnue les secoue. Ils ne savent si c'est de joie ou de terreur. Des instincts et des passions qu'ils ignoraient s'agitent en eux, les poussent à l'enthousiasme, à la colère, à l'effroi. Les vieux s'exaspèrent, troublés dans leurs habitudes et leur sécurité, ils proclament que le chemin de fer, qu'ils appellent le chemin d'enfer, va introduire à Albas la corruption des villes, le vol, l'assassinat. La route et la rivière en ont tressailli toutes deux. Elles sont menacées dans leur vie. Le voiturier et les rouliers crient à regorgement que c'est la mort des messageries. Leur mort. Leur propre mort. Tandis que le maître de bateau proclame, si le chemin de fer nous fait concurrence, c'est la fin de la navigation, et, pour nous, c'est la mendicité. Seuls, la jeunesse et l'âge mûr exultent. Pour eux, c'est la résurrection. Albas va sortir du tombeau.
Mais qu'il est long à venir ce chemin de fer. En vain, dès 1856, le conseil municipal à Sept-Îles supplique l'empereur. 5 ans après, le maire Bousquet n'a pas encore obtenu de réponse. La voiture publique et les charrettes des rouliers reprennent espoir, la batellerie respire, mais voici que là-bas de l'autre côté de la rivière, parallèlement à la route, de longues équipes d'ouvriers se mettent au travail. Ma vieille bonne me conduit voir ces mystérieuses choses qui s'agitent au loin. La terre s'accumule sous le renversement des wagonnets, charroyant le ballast, de Albas, on voit, sous la parabole des pioches, le remblai qui s'étire, et sous la luisance des rails la voie qui naît, qui rampe, qui s'allonge, et, vers la fin d'avril 1869, on peut lire sur la façade de la mairie que le deuxième dimanche du mois de mai, sera inauguré le chemin de fer destiné à transporter les voyageurs et les marchandises de Mont-Sampron-Libos à Cahors. Il faisait un temps splendide. Les villages s'étaient vidés de tous leurs habitants et, depuis le matin, la gabarre et les 3 bateaux plats transportaient, dans un incessant va-et-vient, des cargaisons de curieux. Le rétrécissement de la vallée coince la route entre le flanc du coteau et la rive du Lot. C'est, dans cette étroite marge, que la station intitulée Luzèche, comme le chef-lieu de canton, plante au fond d'une cour, à l'entrée du bourg de Camille, un cube de pierre chemisé d'un crépi éclatant. La façade est rayée de briques roses. Elle est ajourée de 2 portes vitrées au rez-de-chaussée, et de 2 fenêtres qui, au premier étage, plaquent sur le mur des volets marrons au-dessus du carré de l'horloge à l'œil crevé par le compas des aiguilles, surmontant elle-même l'ardoise qui calligraphie à la craie, le jour de la semaine et le quantième du mois. À droite, un long espace est planté d'arbres nains et une fontaine offre déjà de l'eau aux bouteilles des prochains voyageurs. À gauche, vaste et toit d'ardoise, le hangar aux marchandises est tout près. Mystérieux petit édifice qui, pourtant, laisse pressentir son utilité, arbore ces 2 inscriptions latérales, homme, dame. La foule, qui avait voulu tout voir, le guichet aux billets, la cage vitrée destinée à l'homme d'équipe, s'était pesée sur la bascule, avait fait gicler l'eau de la fontaine, assiégé le petit chalet, où hommes et dames entraient sans nécessité, rien que pour admirer, se masser et s'immobiliser le long du quai, contenus par 2 gendarmes en tenue de gala. Mes 8 ans, éprouvaient les mêmes sentiments que tous ces gens. Ils n'en savaient pas plus qu'eux-mêmes, et j'avais le même battement de cœur qui les faisait oppressés et muets. Un long sifflement traversa le Lot. Il frappa les parois de la vallée dont les échos sifflèrent de toutes parts. Un halètement colossal exposa, soufflant, à chaque âne, d'énormes flocons de fumée blanche qui culbutaient, les uns sur les autres, au-dessus des buissons et, gigantesques, diaboliques, bonasses, le ventre pavoisé de drapeaux, entraînant 3 voitures noires aux glaces miroitantes, au cuivre luisant, poussées par la détente rythmique d'un phénoménal bras d'acier, la locomotive s'avança. Et, à l'expiration d'un glissement puissant et doux, le train stoppa. Devant ce mystère dont ils n'avaient soupçonné ni la masse ni la grandeur, la stupeur paralysait les curieux. Quelques-uns, s'ils n'avaient été murés par la foule, seraient tombés à genoux. Un homme murmura. « Mille dieux ! Tout de même !» Près de moi, sur le même rang, un vieux qu'on surnommait le mauvais chrétien soupira, « Mon Dieu !» Et une vieille se signa, en montrant du doigt le mécanicien et le chauffeur, noirs comme des démons. Ce fut ponctuel, mathématique et bref. 4 messieurs élégamment vêtus descendirent, saluèrent la foule avec une politesse souriante, pénétrèrent dans l'intérieur de la station, en ressortirent presque aussitôt et regagnèrent leur compartiment. De la vapeur fusa soudain, faisant un si horrible déchirement que tous les visages pâlirent. Un brasier flamboya que le chauffeur tisonnait, le bras armé d'une barre de fer. Un sifflement jaillit si violemment aigu que les sourds eux-mêmes l'entendirent. Et, de nouveau, la stupeur arrondit les yeux et ferma les bouches, devant le défilé majestueux du train qui s'en allait. En rentrant chez eux, les gens se taisaient. Ce qu'ils venaient de voir n'était pas racontable. Quelque chose de surnaturel avait passé sous leurs yeux. Encore se seraient-ils résignés à ne pas comprendre. Mais, on leur avait dit que s'ils voulaient prendre le train, il leur faudrait arriver non seulement à l'heure, mais à la minute, et que si, en cours de route, ils laissaient tomber au dehors un paquet, le train ne s'arrêterait pas pour leur permettre de ramasser l'objet. Cela, pour eux, était incompréhensible, inadmissible, et notables paysans, jeunes gens, vieillards, éprouvaient le sentiment angoissé que désormais, on allait vivre d'une autre manière, et qu'à partir d'aujourd'hui, hier c'était l'ancien temps. Gustave Guiche.